D'accord, ben merci Josiane pour cette introduction. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Saint-Pierre, je suis le directeur général du Centre de foresterie de Laurentides et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour la remise des bourses Smirnoff de l'édition 2023. Je suis accompagné des représentants des deux autres organismes subventionnaires, c'est-à-dire Julia Minarek, présidente de la Société d'entomologie du Québec, et Philippe Tanguay, président de la Société de protection des plantes du Québec. La bourse Smirnoff, c'est une collaboration entre nos trois organismes, donc entre le CFL, la SEQ et la SPPQ. C'est la 5e année qu'on collabore comme ça. C'est vraiment une bourse qui est là pour soutenir les étudiants gradués en entomologie ou en pathologie forestière et qui leur permet d'avoir donc une bourse de 3 000 $. Et c'est un partenariat, évidemment, entre nos trois organismes qu'on souhaite poursuivre pour les prochaines années, c'est certain. On invite à chaque année les candidats à soumettre leur dossier. Puis les candidatures sont examinées si on a des critères d'admissibilité bien établis et publics. Puis on fait ça grâce à un comité d'évaluation dont les membres sont Mme Julie-Éléonore Maison-Haute de la Société d'entomologie du Québec, Marianne Saint-Laurent de la Société de protection des plantes du Québec, Antoine Déric Côté du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, ainsi qu'Élisabeth Gauthier, directrice de recherche au Centre de foresterie des Laurentides. Le tout est sous la coordination de Josiane Lamarche, qui est dans l'équipe d'Élisabeth. Puis cette année, au terme de l'évaluation, il y a deux étudiants qui sont particulièrement démarqués, soit Guillaume Touga et Éric Plante. Donc, félicitations à vous, messieurs. Puis aujourd'hui, c'est l'occasion de vous remettre officiellement les deux bourses, puis de célébrer avec vous et d'entendre parler de vos travaux. Évidemment, ça, c'est la portion qui nous intéresse comme groupe ici. Peut-être qu'avant de passer la parole à mes collègues qui représentent la SPPQ et la SEQ, peut-être une petite histoire du docteur Vladimir Smirnov. Ceux qui ont déjà participé à la remise des bourses, vous savez qui est M. Smirnov. Pour les autres, je me fais plaisir de vous le rappeler. Dr Smirnov, c'est un chercheur qui était au CFL pendant de nombreuses années. Il est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1917. Et très tôt dans sa carrière, il a eu un intérêt pour la protection des forêts contre les insectes nuisibles. Et il a fait des études universitaires, donc en foresterie, d'abord à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, il a travaillé une dizaine d'années en recherche au Maroc. Et c'est en 1957 qu'il s'est joint au Centre de foresterie des Laurentides à titre de chercheur en pathologie des insectes. Donc, il a travaillé pendant près de 30 ans au développement et à la reconnaissance de la lutte contre les insectes forestiers. Il était un pionnier dans ce créneau-là à faire avancer la recherche. Pendant sa carrière, c'est plus de 300 articles scientifiques qui ont été publiés, qu'il a publiés. Il a reçu des prix prestigieux, notamment le prix Léo Parizeau, décerné par l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, donc l'ACFAS. Et également, il était fait membre de l'Ordre du Canada en 1997. Après sa retraite, c'est quelqu'un qui est devenu chercheur émérite au Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Il a également été chercheur émérite au Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval et il était membre émérite de la Société d'entomologie du Québec et de l'Association des biologistes du Québec. Il a eu une contribution quand même exceptionnelle à la recherche, notamment en développant le concept de lutte biologique contre les insectes forestiers nuisibles et en faisant la promotion de l'utilisation de l'insecticide Bacillus thuringiensis, le fameux BT, donc afin de contrôler biologiquement les épidémies de tordeuses des bourgeons d'épinette. C'est un des insectes les plus destructeurs de nos forêts de conifères en Amérique du Nord. Puis, vous savez, une fois de temps en temps, on réentend parler aussi de Dr Smirnov d'étranges façons. Je vous raconte une petite anecdote d'il y a quelques semaines. Mon téléphone sonne et c'est un monsieur qui est historien à Saint-David de Falardeau, un village que je ne connaissais pas au Lac-Saint-Jean. Il dit, Monsieur, vous êtes le directeur général du Centre de foresterie des Laurentides. Et puis, je vous appelais pour avoir de l'information sur le docteur Vladimir Smirnov. Pourquoi? Eh bien, il m'a appris qu'on a eu une certaine époque une station de recherche à Chute-au-Galet, près du village de Saint-David de Falardeau. Et M. Smirnov y allait à chaque été avec ses professionnels de recherche, des techniciens, des étudiants, pour faire des travaux sur le terrain, justement, autour de la lutte à la tordeuse des bourgeons d'épinette. Et cette année, le village fête un anniversaire et ils sont en train de faire un livre sur l'histoire du village.
et M. Smirnov en fait partie. Donc, comme quoi, c'est un homme qui a laissé sa trace partout où il est passé. Un chercheur et de ce qu'on m'a raconté aussi, toute une personnalité, ce M. Smirnov. Donc, vraiment, les bourses aujourd'hui qui portent son nom, je pense que c'est dans la continuité de sa passion pour la lutte aux insectes envahisseurs de nos forêts. Et puis, c'est vraiment pour poursuivre la recherche dans ces domaines-là, qui étaient des domaines qu'il a affectionnés pendant toute sa vie. Donc, maintenant, je vais me permettre de passer la parole d'abord à Philippe, puis ensuite Julia, pour qu'il vous dise un mot. Merci Dominique. Encore une fois, félicitations aux deux candidats. Philippe Tanguay, président de la Société de protection des plantes du Québec. La SPPQ est très heureuse d'être associée à la remise de cette bourse. C'est important, comme Elisabeth le mentionnait, d'avoir de la relève au niveau de la protection des forêts contre les agents biotiques et abiotiques. Donc, la SPPQ, très brièvement, c'est en fait la plus vieille société scientifique en Amérique du Nord vouée à la protection des plantes, établie en 1908. Elle regroupe en fait des agronomes, des ingénieurs, aussi des chercheurs au niveau académique et gouvernemental qui s'intéressent à la protection des plantes. Donc, on parle de gens qui travaillent en entomologie, en pathologie, nématologie, malherbologie. On couvre les deux domaines, en fait les trois domaines agricole, forestier et aussi horticole. Chaque année, la SPPQ organise un congrès. D'ailleurs, petite publicité pour cette année. On a le plaisir de se joindre en tant que société amie au congrès de la Société d'entomologie du Québec qui va avoir lieu les 19 et 20 octobre prochains à Montréal. Tout ça parce que c'est le 150e de la SEQ. Ensuite, la Société de protection publie aussi, la SPPQ publie la revue Phytoprotection, qui est une revue qui publie en français et en anglais des articles s'intéressant en fait aux percées scientifiques, principalement en fait qui s'intéressent surtout là, en Amérique du Nord, Québec, Amérique du Nord, percées scientifiques en phytopathologie, en pathologie, en entomologie, en protection en fait, at large. Et puis enfin, la SPPQ décerne aussi cette année en fait différentes bourses, dont la bourse Smirnov, mais j'invite aussi les étudiants à aller consulter le site de la SPPQ parce qu'on a aussi deux autres bourses qui vont être décernées, en fait, qui sont décernées chaque année à des étudiants, des bourses d'excellence et des bourses de voyage. Donc, merci encore une fois. Félicitations aux candidats. Donc, moi, je vais dire juste quelques mots parce qu'on veut entendre les étudiants et pas nous autres parler. Là. Donc, la SEQ, on est très content et fiers de contribuer à cette bourse pour souligner les travaux, les superbes travaux de recherche de vous autres en entomologie, en phytopathologie forestière. Donc, vraiment, félicitations à nos lauréats, Guillaume Tuga et Éric Plante. Vraiment, vous faites un beau travail et on veut vraiment vous souligner votre beau travail puis un beau futur. Je pense qu'il y a un beau futur en foresterie et en entomologie au Québec. Là, et vous êtes sur le premier plan et on espère de vous voir à la réunion de la 150e de la SEQ et de la SPPQ bientôt. Donc, bravo. Alors, je vais y aller maintenant. Donc, comme Dominique l'a dit, je m'appelle Elisabeth Gauthier, je suis directrice de recherche au Centre de foresterie des Laurentides et j'ai été la représentante du CFL sur le comité d'évaluation des bourses Smirnov cette année. Alors, maintenant que nous avons félicité nos lauréats, nous allons les mettre en valeur en leur offrant l'opportunité de présenter leurs projets respectifs. Mais avant de leur céder la parole, je vais vous les présenter en commençant par Éric Plante. Alors, Éric a commencé son doctorat en septembre 2022 sous la direction de Jean-Philippe Lessard, qui est à l'Université Concordia, et de M. Ehab Abouef de l'Université McGill, équipe avec laquelle il avait également complété sa maîtrise. Son projet de maîtrise a montré que des différences significatives étaient observées dans les colonies de fourmis charpentières le long d'un gradient climatique. Son projet de doctorat porte maintenant sur les processus épigénétiques à l'origine de ces différences afin de mieux comprendre comment les populations d'insectes peuvent persister et s'adapter aux changements environnementaux et aussi pour prédire les épidémies de ravageurs et l'extinction d'espèces menacées.
Je vais lui laisser maintenant le soin de nous en dire plus. Et merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran et m'entendez bien? Oui. OK. Donc, je vais vous présenter très brièvement mes recherches qui tentent de comprendre comment les systèmes développementaux permettent aux espèces de s'adapter aux changements environnementaux. Donc, le système développemental que j'étudie, ce sont les colonies de fourmis. Sont souvent perçus comme étant des super-organismes. Au sein d'une seule colonie, on trouve une reine qui a un rôle de reproduction. On a des ouvrières qui sont stériles, donc ne se reproduisent pas, puis qui ont différents rôles sociaux dans la colonie. Et on a également le couvain, donc toutes les larves, les œufs et les cocons qui vont devenir les ouvrières, les reines. Les fourmis sont souvent les colonies de fourmis sont souvent en fait perçues comme des super-organismes parce que tout comme un individu seul, on a les reines et les mâles qui se reproduisent, qui représenteraient la lignée germinale. Puis ensuite, on aurait les ouvrières stériles qui ont différents types de rôles sociaux dans la colonie, tout comme les cellules somatiques d'un organisme multicellulaire qui a différents types de cellules, donc différentes fonctions pour l'organisme. Et donc, ça permet aux colonies de fourmis d'être hautement résilients aux changements dans leur environnement et donc adapter les différentes castes sociales à leurs besoins. Et en fait, la détermination des castes se fait durant le développement larvaire. Donc, durant une certaine période du développement larvaire, les larves vont être sensibles à différents facteurs environnementaux. Et selon, par exemple, la température ou la nutrition, ben, on va observer que la larve va devenir soit une ouvrière ou une reine ou un mâle reproductif. Et donc, chez les fourmis et plusieurs autres organismes, le développement il interagit avec l'environnement et influence l'évolution. Et donc, tous ces facteurs-là s'affectent l'un l'autre intimement. Et donc, les systèmes développementaux sont nécessaires afin de comprendre comment les organismes répondent à l'environnement. Souvent, quand on essaie de prédire comment, par exemple, une espèce de peste va s'adapter aux pesticides ou en fait une espèce à statut précaire va s'adapter à des changements climatiques, mais on pense souvent en termes de population génétique, en termes de sélection, mais on pense très peu souvent en fait au développement. Mais par contre, le développement peut être intégré à des modèles de prédictifs comme des modèles de réponse adaptative prédictive ou bien des modèles de distribution des espèces. Et donc, le système développemental que moi j'étudie, c'est la fourmi charpentière Camponotus circulanus. C'est en fait une espèce qui est distribuée dans tout le nord de l'Amérique du Nord, ainsi que l'Asie et l'Europe. Donc, c'est une espèce à distribution holarctique. On la retrouve à la limite nord de la forêt boréale du Québec. Donc, c'est une fourmi, en fait, c'est notre seule fourmi charpentière, en fait, qui se rend jusqu'au nord. Et elle montre une distribution, en fait, de la caste ouvrière qui est continue, une distribution de la taille et de la forme. Et en fait, lorsque l'on mesure la taille de la tête avec la taille du corps, puis on met ça sur un graphique, on va observer une espèce de relation polynomiale avec 3 lignes. Puis chacune de ces lignes-là va correspondre à une différente sous-caste de la caste ouvrière et donc des rôles sociaux différents pour la colonie. Donc, par exemple, la première ligne correspondrait aux ouvrières mineures qui ont plutôt un rôle de recherche de nourriture à l'extérieur du nid, puis de s'occuper des larves. Ensuite, on a les ouvrières intermédiaires qui ont un rôle intermédiaire entre les deux autres castes. Puis on a les ouvrières majeures qui ont plutôt un rôle de défense et de stockage de nourriture dans la colonie, puis qui sont plutôt moins nombreuses. Ce qui est intéressant avec ces phénotypes alternatifs-là, dans le cadre de mes recherches, ils correspondent en fait à des interrupteurs développementaux ou plutôt si vous voulez, des switches développementaux. Donc ici, on aurait le switch développemental entre la croissance de la tête et du corps, entre une ouvrière intermédiaire et une ouvrière majeure. Donc, par le fait même, on est capable de calculer précisément les proportions des sous-castes et des switches développementales dans les colonies de fourmis et donc d'estimer, si vous voulez, le phénotype d'une colonie entière en tant que super-organisme. Et en fait, c'est ça que j'ai fait dans mes travaux précédents de maîtrise. J'ai regardé comment les phénotypes, donc la composition des sous-castes dans les colonies entières de fourmis charpentières changeait le long d'un gradient environnemental du sud au nord du Québec. Donc, mon gradient allait de la forêt tempérée jusqu'au nord de la forêt boréale. Donc, si vous avez un composite d'imagerie qui montre en fait les différences des couleurs qui sont les différences entre les conditions environnementales, donc comme la température annuelle moyenne, les précipitations annuelles et la saisonnalité.
Et donc, vous voyez que c'est quand même un gradient qui a quand même une grande variation dans les conditions environnementales. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échantillonné les colonies entières. Ces colonies-là sont souvent dans des troncs soit d'arbres morts ou soit d'arbres vivants. Puis, je suis capable d'échantillonner la colonie entière. Puis, à chacune des colonies, afin de tester c'est quoi le facteur environnemental qui influençait le phénotype, ou qui prédisait au moins, j'ai mesuré différentes conditions environnementales, dont la compétition avec d'autres espèces de fourmis, le diamètre des arbres, l'ouverture de la canopée, ainsi j'ai aussi estimé le climat régional. Et ce que j'ai trouvé, c'est que le meilleur prédicteur des phénotypes des colonies, c'était le climat régional le long du gradient. Donc, par exemple, à mesure que l'on monte vers le nord, en latitude, on observe des plus faibles proportions d'ouvrières majeures. Donc, ces grosses ouvrières-là qui sont utilisées pour défendre la colonie sont plus rares à mesure qu'on monte vers le nord. Et malgré le fait que ces fourmis-là sont plus grosses que les autres, que la part des ouvrières dans la colonie, on n'observe pas de patron de la taille des ouvrières majeures, la taille moyenne des ouvrières majeures à mesure qu'on monte vers le nord, ni entre autres, en fait, de n'importe quelle autre ouvrière dans la colonie ou ni de la taille de la colonie. Et donc, premièrement, ce que ça suggère, c'est que la taille des ouvrières est découplée de la proportion des sous-castes dans les colonies et que puisque ces deux traits phénotypiques-là des colonies varient indépendamment, on peut potentiellement inférer qu'ils font partie de deux processus développementaux différents. Et donc, c'est quoi le mécanisme développemental qui est capable de réguler la taille des ouvrières et la proportion des sous-castes avec l'environnement? En fait, il y a des travaux qui ont été faits dans notre laboratoire à McGill il y a quelques années qui ont montré qu'il y a plusieurs gènes spécifiques qui sont capables de contrôler la taille chez les ouvrières de la fourmi charpentière de Floride. Et en fait, avec un seul gène, le gène EGFR, ils ont été capables de changer la taille des ouvrières. Il y a également d'autres facteurs qui sont capables de changer la taille, comme les mécanismes épigénétiques. Ça, c'est tout, en fait, les changements dans l'expression de l'ADN sans nécessairement changer le génome et les hormones. Puis, en fait, on a identifié plusieurs autres gènes candidats qui sont potentiellement intéressants pour changer la taille des ouvrières ainsi que les sous-castes. Puis c'est des gènes, en fait, que je vais explorer pendant mon doctorat afin de voir lesquels qui sont liés à la taille, lesquels qui sont liés aux sous-castes. Et donc, plus spécifiquement, ce que j'essaie de faire dans mon doctorat, c'est de comprendre comment le développement permet aux colonies de Camponotus circularis, donc la formule long de mon gradient, de s'adapter aux changements environnementaux. Donc, premièrement, ce que je veux faire, c'est que je veux demander s'il y a une base adaptative au patron que j'ai observé, soit à travers l'évolution des phénotypes des colonies par changement plastique durant le développement ou la fixation génétique. L'été dernier, j'ai échantillonné des colonies vivantes à l'extrême nord de mon gradient et au sud de mon gradient, puis je garde tout ça dans des chambres à température contrôlée à McGill. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais regarder comment le phénotype de la colonie entière va changer au fil du temps avec les nouvelles conditions environnementales. Puis en fait, je vais être capable de répondre directement à cette question-là, à savoir si les phénotypes sont réellement plastiques avec les nouvelles conditions environnementales ou bien ils sont fixés génétiquement dans les populations. Deuxièmement, je vais regarder c'est quoi exactement les gènes spécifiques qui sont impliqués dans la régulation de la taille et la détermination des sous-castes pendant le développement en faisant des knockouts des gènes en fait sur les larves, puis en mesurant quel changement morphologique j'observe chez les adultes. Et donc, les gènes que je suis capable de dire qui sont liés à soit la taille ou au sous-caste, je vais être capable de regarder ensuite leur expression le long de mon gradient dans les colonies par les interactions indirectes entre les mécanismes épigénétiques, les hormones et l'environnement également. Donc, je vais pouvoir aussi regarder comment les mécanismes épigénétiques varient le long du gradient pour être capable d'inférer potentiellement si l'environnement est réellement capable d'affecter ces processus développementaux-là. Et donc, finalement, le fait d'intégrer des études en laboratoire et les études terrain pourrait potentiellement permettre de comprendre les influences environnementales sur la variation géographique des processus développementaux. Puis, en fait, un exemple pourquoi ça c'est important, mais il y a plusieurs des mécanismes épigénétiques qui demeurent encore très peu explorés puis posent des enjeux sociétaux qui sont importants. Je donne l'exemple de la méthylation d'ADN qui est affectée par la pollution et la nutrition est capable d'affecter la probabilité de développer des maladies assez graves chez les populations humaines, telles que plusieurs types de cancers, le diabète, etc. Et donc, moi, j'étudie ces processus-là chez les fourmis, mais c'est tous les gènes, les processus développementaux que j'étudie sont
hautement conservés à travers les différents taxons, que ce soit chez les plantes, que ce soit chez les champignons ou les animaux. Il y a plusieurs gènes et processus qui demeurent les mêmes à travers les taxons. Et donc, si on est capable de mieux les comprendre avec les fourmis, on les comprend avec plusieurs autres organismes. Et donc, c'est tout. J'aimerais sincèrement remercier Ressources naturelles Canada, la Société de protection des plantes du Québec ainsi que la Société d'entomologie du Québec pour m'avoir décerné la bourse Smirnov qui me supporte énormément, qui va me supporter pendant mon doctorat, ainsi que le CSBQ et le Centre d'études nordiques, l'Université Concordia et l'Université McGill pour leur support financier et leur infrastructure qui me permet de faire mes recherches, puis également le laboratoire du docteur Jean-Philippe Lessard et du docteur Hiab Abouif, qui me donne énormément de ressources afin de poursuivre mes recherches. Merci beaucoup. Bravo, Éric. Merci de cette présentation. On aurait le temps pour une ou deux questions pour notre lauréat. Si quelqu'un peut se lancer. Oui, Philippe? Très bonne présentation, Eric. Je voulais savoir, c'est quoi les mécanismes épigénétiques que tu vas explorer, là? C'est quand même assez large comme comme champ. Oui, en fait, la première étape, on a une liste de gènes candidats qu'on a identifiés comme on a séquencé entièrement la gradation de taille, au moins chez la fourmi charpentière de Fleury. Donc, on a déjà des gènes candidats qu'on va pouvoir faire des knockouts sur les fourmis. Puis, on va pouvoir regarder, ils sont liés à quel mécanisme épigénétique. Il y en a que leur fonction a déjà été identifiée parce que chez cette espèce-là, le gène entier, le génome entier a déjà été séquencé, donc on a une bonne fonction de la fonction de ces gènes-là. Donc, par le fait de même, on est capable de savoir c'est quoi le mécanisme épigénétique qui pourrait être lié à ça. On a déjà des données préliminaires à propos de la méthylation de l'ADN, en fait, qui pourrait potentiellement être un des mécanismes épigénétiques. Donc, une des hypothèses une chose que j'aimerais faire, c'est en fait regarder les niveaux de méthylation de ces gènes-là le long du gradient pour voir si le mécanisme, en fait, il change le long du gradient. Merci. Est-ce que très rapidement, quelqu'un aurait une autre question? Non. Alors, on va peut-être passer tout de suite à notre second lauréat. Encore une fois, félicitations, Éric, et merci de ta présentation. Passons maintenant à Guillaume Touga. Guillaume a débuté sa maîtrise en janvier 2022 sous la direction de Marc Wieland de l'Université de Sherbrooke et d'Étienne Laliberté de l'Université de Montréal. Son projet porte sur l'utilisation de la télédétection pour évaluer les stades d'infection du hêtre à grande feuille par la maladie corticale du hêtre. À souligner que Guillaume est lauréat d'une des bourses Smirnov pour une deuxième année consécutive. Je pense que c'est quand même une belle reconnaissance pour Guillaume de la qualité de son dossier. Je vous laisse donc nous partager où il en est avec son projet. Merci. Vous voyez mon écran? Oui. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Guillaume Tuga. Je suis un étudiant de deuxième année à la maîtrise. Puis, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette remise des bourses Smirnov. Très honoré d'être un lauréat cette année aussi. Donc, je vais vous présenter mon projet qui porte sur la télédétection par imagerie hyperspectrale des stades d'infection par la maladie corticale du hêtre à grande feuille. Non. Alors, oui, donc avant de rentrer plus dans les détails de mon projet, je voulais un peu vous mettre en contexte en vous parlant un sujet qui est extrêmement important sur la scène forestière en ce moment, qui est la montée des épidémies forestières à la fois en fréquence et en intensité. Donc, on observe une certaine tendance commune à la fois avec plusieurs maladies qu'on observe au Québec, comme la tordeuse des bourgeons d'épinette, la grêle du frêne, la spongieuse européenne, la livrée des forêts, mais aussi la maladie corticale du hêtre ou MCH, comme je vais l'appeler pour le reste de la présentation, parce que c'est plus court. Donc, cette tendance-là nous pousse à devoir trouver des systèmes de suivi à plus grande échelle pour ces maladies-là qui s'avèrent nécessaires, surtout pour les prochaines années, avec les changements climatiques qui s'en viennent. Donc, c'est quoi la maladie corticale du hêtre? À la base, c'est une maladie de l'écorce de l'hêtre à grande feuille, qui est causée par un genre de champignon local, donc le genre Neonectria. Mais dans la grande majorité des cas, c'est précédé
par une infection par la cochenille du hêtre et ou la cochenille filamenteuse, qui sont deux insectes microscopiques qui appartiennent à l'ordre des hémiptères. Donc, le champignon va rentrer par les micro-lésions qui sont causées par l'insecte. Au niveau du peuplement, il y a 3 grands stades d'infection de la maladie corticale du hêtre. Premièrement, il y a le stade d'invasion, où est-ce que la cochenille va rentrer dans le peuplement. Il y a le stade de destruction, où est-ce que le champignon va se mettre de la partie, puis va causer une forte mortalité dans un peuplement, puis finalement la phase de dévastation, où est-ce que il va y avoir un peu une endémie qui s'installe. Donc, une endémie, c'est un peu quand il y a une cohabitation de la maladie avec le peuplement de hêtre, ici dans ce cas-là. Puis dans la province, on se situe dans une situation d'endémie en ce moment. Par contre, dans les prochaines années, il pourrait avoir, selon la littérature, une remontée des phases de mortalité, même dans les situations d'endémie, à cause des changements climatiques, surtout l'augmentation des températures qui pourrait causer ça. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît cette maladie-là? Ben, premièrement, il y a des classiques taches d'apparence laineuse, des taches blanches sur l'écorce, qui correspondent à des colonies de cochenilles. Puis, il y a les chancres, qui sont ces espèces de cicatrices circulaires-là qu'on retrouve sur l'écorce aussi, qui sont un peu les endroits où est-ce que le champignon va sortir ses fructifications qu'on appelle des périthèses. Donc, c'est comme ça qu'il va se reproduire, puis transmettre la maladie ailleurs. On observe aussi un pâlissement de la canopée, puis dans les stades avancés, une perte d'intégrité. Donc, il va y avoir un élagage des branches qu'on appelle beach snag dans le jargon. Puis, beach snap qui est la cassure du tronc principal. Tout ça c'est causé par une inhibition du transfert des nutriments. En fait, les chancres, en grandissant à l'intérieur du tronc, vont créer une barrière physique à la circulation de la sève, donc manque de nutriments, manque d'eau, il va y avoir perte des membres supérieurs à un certain point. Et statistique intéressante, mais un petit peu triste, c'est que 97 à 99 des êtres sont atteints dans la province. Donc, c'est une maladie qui est extrêmement répandue. Comme où en est la recherche sur le sujet en ce moment au Québec? C'est un suivi qui est fait à très petite échelle au Québec en ce moment. Il y a quelques arbres dans chaque région administrative qui est touchée par la maladie qui sont recensés chaque année. Mais on aurait donc besoin d'une méthode de suivi à plus grande échelle. Puis je propose l'imagerie hyperspectrale, dont je vais vous parler un petit peu plus dans les prochaines diapos. Mais l'imagerie hyperspectrale est de plus en plus accessible, puis pourrait avoir d'ici quelques années des satellites qui seraient ouverts au grand public pour pouvoir interpréter le suivi de cette maladie-là, par exemple. Puis, cette méthode-là pourrait aussi nous permettre de localiser la résistance, qui est un peu un des nerfs de la guerre dans la lutte contre cette maladie-là en ce moment. Donc, l'imagerie hyperspectrale, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est l'étude de comment la lumière est réfléchie dans chacune des longueurs d'onde perçues par une caméra. Cette caméra-là, vu que c'est de la télédétection, nous, par exemple, elle était par avion, ça pourrait être par drone, et par satellite aussi. Mais nos caméras percevaient des longueurs d'onde entre 375 et 2523 nanomètres. Et pour chacune des longueurs d'onde mesurées, on observe quelle est la proportion de la lumière qui est reflétée pour chacune de ces longueurs d'onde-là. Puis, ça nous donne un portrait plus ou moins précis de la santé physique et chimique de la feuille. On peut par la suite lier des traits fonctionnels avec des longueurs d'onde qui correspondent à la variation dans la réflectance de la lumière. Puis ça, c'est la manière de fonctionner du projet CABO, donc l'Observatoire aérien canadien sur la biodiversité, dont fait partie mon projet. Un petit exemple ici de ça ressemble à quoi un spectre quand on extrait les données. Pour la maladie corticale du hêtre, plus précisément, on devrait principalement voir des changements dans les régions du visible, donc avec la chlorophylle, puisqu'il y a un pâlissement de la canopée à un certain point dû à la perte de nutriments. Puis, dans le contenu en eau, encore une fois, pour la même raison, contenu en eau qui a plusieurs pics, plus dans la région des infrarouges à ondes courtes, donc dans les longueurs d'onde plus élevées. Mes objectifs pour mon projet, mon principal, c'est de tester la capacité de détection des stades d'infection par la MCH à partir des données hyperspectrales que j'ai obtenues avec l'imagerie aérienne par avion qui a été effectuée. Mais mon deuxième objectif, c'est de tester cette même capacité-là, mais avec l'imagerie rapprochée. Donc, encore une fois, d'utiliser des caméras hyperspectrales, mais en laboratoire avec des feuilles qui sont échantillonnées directement de la canopée. Ça peut me servir un peu de témoin pour éviter le biais relié à la distance entre la caméra par avion, puis les canopées, par exemple. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre? Comment est-ce que je m'y suis pris, en fait, pour prendre ces données-là?
Bien, premièrement, il y a plusieurs niveaux de données à mon projet. J'avais l'imagerie par spectrale par avion qui a été effectuée au Parc national du Mont-Saint-Bruno en 2018. Donc, ce qui me restait à faire, c'était de caractériser la maladie sur différents arbres, puis de géoréférencer ces arbres-là. J'ai aussi pris des photos aériennes de précision par drone pour pouvoir positionner les canopées qui sont reliées à ces différents arbres-là. Puis, il me reste à la fin de l'été à faire ma spectroscopie foliaire rapprochée pour mon objectif 2. Donc, c'est un peu comme ça que s'agencent les différents niveaux de données pour mon premier objectif. Donc, je vais combiner les données sur la maladie qui sont associées à une canopée. Cette canopée-là, avec l'imagerie par drone, on peut la distinguer correctement des autres parce qu'avec l'imagerie par spectrale, vu que la résolution n'est pas assez grande pour la distinguer correctement, ben ça devenait un petit peu ardu en se fiant juste avec ces pixels-là d'identifier quel arbre et quoi. Donc, en reliant tout ça ensemble, je peux relier les données de la maladie avec les pixels de l'imagerie par spectrale, puis extraire mes données. Donc, comment j'ai classifié la maladie? J'ai pris une photo de chacune des faces de l'arbre, au nord, sud, est et ouest. J'ai caractérisé avec des échelles semi-quantitatives l'abondance et la densité de chancre, de péritesse et la présence de la cochenille. J'ai mesuré l'état de la canopée puis ses dimensions et noté la présence d'élagage de branches ou de cassure du tronc. Mon échantillonnage, ça correspond à 160 arbres environ dans le parc national du Mont-Saint-Bruno, tout le long de la ligne de vol. Ça correspond presque à tout le parc du Mont-Saint-Bruno, mais il y a une portion qui n'était pas inclue par l'imagerie aérienne. Bref, ça ne change pas grand-chose à mon projet. Pour regrouper tous ces arbres-là qui ont été échantillonnés, on a 18 polygones de vol par drone. Dans le fond, on voulait prendre des photos aériennes géoréférencées pour bien identifier les canopées de tous ces arbres-là. Puis 18, c'est le nombre qui permettait le mieux d'optimiser le temps puis la durée de vie de la batterie. Donc, on a fait ces polygones de vol-là. Puis, ces plans de vol-là ont été automatisés dans l'application Drone. Donc, ces polygones-là servent à créer des orthomosaïques. Une orthomosaïque, c'est un assemblage de photos aériennes géoréférencées. Puis, dans notre cas, on voulait prendre des photos de précision avec à peu près 2 cm par pixel environ. Puis, ces photos-là sont prises à une hauteur d'environ 20 à 40 mètres au-dessus de la canopée. Le drone fait un patron de vol en forme de S comme ça. Puis, entre chacune des photos, dans une même ligne de vol, il y a un recouvrement frontal de 90% des photos, puis entre chacune des lignes de vol, un recouvrement de 70%. Donc, ça donne une idée assez précise de l'image du polygone au complet, c'est-à-dire de toutes ces photos-là qui sont agencées ensemble. Puis on avait au moins 3 points de contrôle par orthomosaïque pour être certain que l'image soit extrêmement bien référencée, c'était au centimètre. Ce qui me restait à faire après ça, c'est d'extraire les données, donc de superposer les 2 couches de données dans un système d'information géographique. J'utilise QGIS personnellement. Puis, j'ai établi une zone tampon de 2 mètres dans mes polygones vers l'intérieur pour être certain qu'il n'y ait pas de pixels avec un signal mixte, étant donné que les pixels d'imagerie par spectrale sont de 2 par 2 mètres de côté. Mon deuxième objectif, rapidement, c'est de combiner les données sur la maladie corticale du hêtre avec les données par spectrale au niveau foliaire. Comment je vais m'y prendre cet automne pour échantillonner ces feuilles-là? Ben, c'est avec un slingshot à feuilles, comme ça, qui va me permettre de récolter les feuilles qui sont exposées à la lumière dans la canopée pour avoir une meilleure réplicabilité. Et il va me rester seulement à faire la spectroscopie en laboratoire. Donc, en conclusion, j'avance assez bien dans mon projet. Il me reste très peu d'étapes avant de pouvoir tirer des résultats intéressants et des conclusions. Donc, il me reste à finaliser l'extraction des données pour chacun des 18 polygones. Après, je vais pouvoir procéder aux analyses discriminant les classes d'infection avec une régression des moindres carrés partiels avec une analyse discriminante qui est assez commun dans le monde de l'imagerie par spectrale. Puis, il me reste à faire mon échantillonnage foliaire qui établit ma courbe témoin pour mon objectif 2. Donc, c'est tout pour moi. J'aimerais remercier beaucoup la Société de protection des plantes du Québec, la Société d'entomologie du Québec, puis le ministère des Ressources naturelles du Canada pour me remettre la bourse Smirnoff, puis tous les autres partenaires qui sont impliqués de près ou de loin dans mon projet, mes co-directeurs, Marc et Étienne, Christine Wallis pour le traitement des données, puis Audrey Thériault pour l'aide dans la campagne de terrain. Merci beaucoup. Merci Guillaume et félicitations pour ta présentation. Je vais donner maintenant la chance à peut-être une ou deux questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer?
Oui, Julie? Bon, désolée, je cherchais la petite main à lever. Je ne l'ai pas trouvée. Oui, bonjour, moi c'est Julie Bouchard, pathologiste forestière à la direction de la protection des forêts. Donc, Guillaume, j'adore ton projet. Je trouve ça très prometteur. J'ai hâte de voir les conclusions de ton projet. Mais j'ai plein de questions et tu sais, en lien avec l'application concrète de cette méthode. D'abord, j'ai une question. Tu as soulevé le point que 97 à 99 des êtres de la province sont atteints par la maladie. Ça vient d'où cette référence? Je suis curieuse. Je suis pas mal certain que ça venait du ministère du Fonds de Forêt-Parc et de notre publication. Oui. C'était peut-être dans les zones d'endémie, mais étant donné que presque toute la province était dans une situation d'endémie, j'ai pas tenu à préciser dans ce cas-là, mais c'est très similaire. OK, parfait, merci. Aussi, j'ai une autre petite question, si on a le temps, Elisabeth. OK. Moi, je ne connais pas du tout la télédétection. Quand tu parles d'imagerie hyperspectrale, là, dans le fond, toi, tu utilises seulement des images prises par des drones. Est-ce que ça sera possible de l'appliquer avec des images par satellite, hein, cette technique? C'est techniquement, oui. OK. C'est toute une question de développement de la technologie en ce moment. Ça avance vite et lentement en même temps. C'est qu'il y a un compromis à faire entre la précision, la résolution de l'image, puis la distance, la couverture qu'on peut aller chercher. Ouais. Donc, un satellite peut aller chercher une super grande couverture versus un drone ou un avion, mais la résolution va être moindre parce que la caméra est tout simplement plus loin de la surface de la Terre. Mhm. Donc, ce compromis-là est assez difficile à sortir. C'est difficile de s'en sortir un peu, mais le compromis qu'on a trouvé, c'est que l'alliance entre l'imagerie par drone puis par avion, mais ça vient chercher un bon ratio entre la résolution puis la couverture spatiale. Okay. Idéalement, dans quelques années, je sais qu'en ce moment, la NASA travaille pour avoir des caméras hyperspectrales sur un satellite dans l'espace qui aurait une très grande résolution. Donc, idéalement, on pourrait utiliser ces données-là d'ici quelques années. C'est ça l'espoir qu'on a pour pouvoir appliquer la technologie à plus grande échelle. Okay. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. Je trouve ça intéressant parce que tous les deux, vous nous avez montré à quel point la science, c'est un grand tout. Hein? Éric, tu nous as parlé des implications, des impacts que ton projet pourrait avoir dans d'autres, en fait, du genre de recherche que tu fais, l'implication que ça peut avoir dans d'autres domaines, notamment la recherche médicale. Puis toi, Guillaume, tu nous montres la fusion entre la télédétection puis la recherche sur les ravageurs forestiers. Donc, quand même, continuer en ce sens. On est ouvert à toutes les applications transversales des connaissances. Je vais terminer maintenant cette rencontre en remerciant la SAQ et la SPPQ pour ce partenariat fructueux. Je vous remercie tous également d'être venus assister aux présentations des lauréats et je vous dis à l'année prochaine. Merci tout le monde. Merci, félicitations. Merci beaucoup.